Hola, bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast sur la créativité. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se met en mode club. Donc vous imaginez de superbes néons aux couleurs du podcast, un très beau comptoir avec une petite ambiance musicale qui fait plaisir en fond, très posé. Vous inquiétez pas, on n'est pas là pour se mettre une déglingue. Je vais vous servir des petits shots, sans alcool, mais plein d'inspiration. C'est un format que j'ai appelé du coup Shot d'Inspi, que j'ai pas fait depuis un petit moment, pourtant il vous avait beaucoup plu et à moi aussi. Pour celles et ceux qui rejoignent le podcast en cours de route, très rapidement, Shot d'Inspi, c'est 3 mini-recommandations que je vous fais, donc en format shot, pour vous partager des choses, des personnes, des œuvres, des productions qui m'inspirent et ont suscité en tout cas chez moi l'envie de créer de manière générale. Vous buvez ça cul sec et derrière ça va peut-être, je l'espère en tout cas, générer des idées ou vous faire découvrir tout simplement des personnes que vous n'aviez pas encore rencontrées. Et donc pour cette reprise de ce format, je vous propose de faire ça d'un point de vue littéraire avec 3 autobiographies. Alors, à nuancer un petit peu, il y en a une qui flirte avec le roman, mais ça reste quand même des textes qui parlent de soi, et qui ont été écrits tous les 3 par 3 femmes, à savoir Patti Smith, Sarah Bernhardt et Digli. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier shot, qui est Just Kids de Patti Smith. Patti Smith, c'est une artiste multiple, américaine, qui est connue notamment pour ses chansons. Elle joue de la guitare, elle est aussi poétesse, écrivaine, elle dessine, elle prend des photos. Bref, elle touche à tout et elle a été, et elle est toujours d'ailleurs, une figure assez marquante dans l'art contemporain. Elle fait partie de cette nouvelle génération qui a tout envoyé bouler dans les années 70. Moi, je la connaissais très très peu avant de tomber sur son texte Just Kids. J'avais juste entendu parler d'elle, mais j'avais jamais écouté sa musique, j'avais jamais regardé ses œuvres, ses textes, rien. Mais on m'a toujours dit que c'était une figure hyper importante, figure qui était hyper inspirante aussi pour les personnes en tout cas qui avaient croisé sa route, qu'elle était symbole d'émancipation, d'audace, de poésie. Et du coup, quand je suis tombée sur ce livre-là, j'avais pas idée de la lecture dans laquelle j'allais m'embarquer. Je vais vous lire rapidement le résumé en 4e de couverture pour vous mettre dans le bain. C'était l'été de la mort de Coltrane, l'été de l'amour et des émeutes, quand une rencontre fortuite à Brooklyn guida 2 jeunes gens dans la vie de bohème sur la voie de l'art. Patti Smith et Robert Mapplethorpe avaient 20 ans. Elle deviendrait poète et performeuse, il serait photographe. À cette époque d'intense créativité, les univers de la poésie, du rock'n'roll et du sexe s'entrechoquent. Le couple fréquente la cour d'Andy Warhol, intègre au Chelsea Hotel une communauté d'artistes et de marginaux hauts en couleur, croise Allen Ginsberg, Janis Joplin, Lou Reed. Just Kids commence comme une histoire d'amour et finit comme une élégie, brossant un inoubliable instantané de New York des années 60-70. Avec pudeur et émotion, Patti Smith retrace l'ascension de 2 gamins inséparables qui insufflèrent à leur vie la même énergie qu'à leur art. Avec en couverture une photo, dans cette édition folio de poche, une photo de Patti Smith et de Robert Mapplethorpe, jeunes justement. Il faut savoir que Robert Mapplethorpe, c'est un peu le 2e personnage principal de cette autobiographie, puisque voilà, Patti Smith part de plus ou moins leur rencontre jusqu'au décès de Robert Mapplethorpe qui est victime du VIH. Du coup, on la suit avec un rapide petit aperçu de son enfance, loin des grandes villes. On la suit arriver à New York avec pas un sou en poche, dans cette ville très sauvage des années 60, où il y a beaucoup d'artistes qui viennent tenter leur chance, mais où la pauvreté, la faim, la misère de manière générale est aussi omniprésente. Et dès les débuts, elle se fait sauver la mise par une gueule d'ange, Robert Mapplethorpe, dont elle tombe éperdument amoureuse. Et cette relation amoureuse, contrairement à ce qu'en dit le résumé, c'est pas qu'une relation amoureuse au sens de couple comme on peut l'entendre, c'est une relation vraiment fusionnelle d'âme, d'artiste aussi. Il y a un lien en fait qui se crée entre les deux, et même quand ils sont plus ensemble, l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre reste inchangé et toujours aussi fort. Il les unit vraiment profondément. Ça part de cette envie de faire de l'art aussi à New York, jusqu'à la réussite entre guillemets,
puisque c'était un certain statut à un certain moment, qui a encore évolué depuis. Mais la reconnaissance de ces deux artistes, comment chacun s'est réapproprié aussi ses modes d'expression, comment Robert a énormément participé finalement à la carrière d'artiste de Patti Smith, qui ne se serait pas forcément lancée ou n'aurait pas forcément cru en elle-même de la même façon si elle ne l'avait pas rencontrée. On passe de leur toute petite chambre complètement misérable à un hôtel où tous les artistes se croisent, jusqu'à des lofts beaucoup plus luxueux où ils peuvent créer vraiment dans l'espace. Il y a plein de noms hyper connus de l'époque qui se mélangent, qui passent. Et cette lecture, elle a été un peu une forme de claque, puisque déjà ce parcours, je le trouve hyper intéressant. Et on a souvent un peu des récits d'ascension sociale dans des parcours d'artistes, mais qui se révèlent du jour au lendemain, c'est toujours très fulgurant, très rapide, alors que là, il y a vraiment toute la première partie du livre qui rappelle l'importance de survivre, de trouver quoi manger, mais toujours avec cette forme de légèreté qui vient contrebalancer en rappelant que l'essentiel, il est qu'on soit ensemble, d'avoir de l'amour et de pouvoir continuer à créer. Donc finalement, si on sait pas quoi manger ce soir, c'est pas si grave, mais ils passent leur temps à être malades, ils passent leur temps à cumuler les petits jobs et c'est pas facile du tout. Et du coup, ce discours très ambivalent, finalement, je le trouve d'autant plus fort quand on sait la suite. Il y a plein de détails très sensibles aussi dans l'écriture de Patti Smith que j'ai découvert à cette occasion. Elle écrit extrêmement bien et le fait qu'elle soit poétesse n'est pas du tout surprenant et ça n'y est pas pour rien non plus dans ce texte, puisqu'elle porte une attention particulière aux objets, aux textures, au toucher, à la nourriture, à des livres, vraiment des détails du sensible. Et cette écriture, elle arrive à être hyper palpable, tout en restant très instantanée, très brute aussi. On est à la fois dans ses réflexions dans sa tête et dans des photographies de son environnement. On arrive très facilement en fait à se projeter et ça m'a beaucoup touchée. Et puis le fait que ça parle de cette relation presque fusionnelle de muse à muse, d'artiste à artiste. Les deux se nourrissent tout du long, se chamaillent, se perdent de vue, mais en gardant ce lien qui dépasse tout. C'est vraiment des années de manière générale de construction et de fondation. Que ce soit du coup de cette relation ou de leur art ou de la vie en général aussi, puisqu'ils ont la vingtaine et la trentaine principalement dans ce livre. C'est un texte qui donne envie de dévorer la vie à pleines dents, de ne pas lâcher et de se donner les moyens de ses ambitions tout en gardant un vrai plaisir à la création. Je pense que c'est ça qui ressort aussi le plus. Il y a pas mal d'expérimentations, de hasard. Par exemple, Patti Smith parle dès le début de sa passion pour la littérature, de nombreux auteurs français notamment qu'elle aime lire. Et en fait, c'est ce qui l'a conduit petit à petit à, elle, commencer à assumer ses textes, à les mettre en forme différemment, à les performer sur scène, ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent. Et de voir comment elle-même s'est nourrie d'inspiration, d'influence, de l'art des autres pour construire le sien. Voilà, je trouve que c'est aussi une partie qui est très constitutive de cette histoire, que ça m'a rappelé de tout ce qui était faisable et aussi de la dureté de ce que c'est d'être créative dans ce monde. Là, c'est les années 60-70 à New York. Donc une grande ville. Personnellement, j'habite dans une grande ville, donc forcément, je me reconnais sur certaines choses. Mais en même temps, la précarité de ces artistes, on peut la constater encore aujourd'hui dans tellement de pays. Et de voir qu'ils arrivent à transcender ça tous les deux, tout du long. Il y a il n'y a pas de romantisation de la pauvreté en fait, mais il y a un vrai appel à cette force créatrice qui est au-delà de tout, en fait. C'est ça qui est très, très, très fort. Ah, et petit plus dans cette édition aussi, qui est assez chouette pour ça. Donc moi, je ne connaissais pas Patti Smith et j'avais pas forcément conscience non plus de qui était qui quand il y a plein de noms qui sont mentionnés. J'ai pas toutes les références, je suis pas américaine qui plus est, donc il y a vraiment plein de trucs en France, on est passé à côté, sauf si on est expert en histoire de l'art et encore. Du coup, c'est très cool parce qu'il y a des photos
aussi à l'intérieur, alors principalement des photos de Robert et elle, qu'ils ont pris tous les deux au fil du temps. Mais ça permet de mettre aussi des visages par moment ou d'illustrer des descriptions qu'elle fait extrêmement bien et de se rendre compte d'à quel point justement son texte est d'une justesse folle par rapport à la photo qu'on découvre ensuite. On arrivait à se la figurer sans aucun problème et c'est cette aisance à raconter la vie qui m'impressionne chez Patti Smith, vraiment. J'achetais des piles de livres, mais ne les lisais pas. Je scotchais des feuilles de papier au mur, mais ne dessinais pas. J'ai glissé ma guitare sous le lit. Le soir, seul, je me contentais d'attendre dans le plus complet désœuvrement. Une fois de plus, je me suis retrouvée dans la nécessité de réfléchir à ce que je devais faire pour accomplir quelque chose de valable. Toutes les idées qui me venaient semblaient insolentes ou vaines. Le jour de l'an, j'ai allumé une bougie pour Roberto Clemente, le joueur de baseball favori de mon frère. Il avait péri dans une mission humanitaire pour aider le Nicaragua après un terrible tremblement de terre. Je me suis fustigée pour mon inactivité et ma complaisance, et j'ai pris la résolution de me consacrer de nouveau pleinement à mon travail. Dans la soirée, je me suis assise sur le sol de St. Mark's pour le marathon de lecture annuel. Le deuxième texte que j'ai choisi, c'est Ma double vie de Sarah Bernhardt. Alors Sarah Bernhardt, vous la connaissez très certainement de nom ou son visage, puisque c'est l'une des grandes comédiennes de la fin du 19e, début 20e siècle. Elle a vraiment marqué son époque. Vous pouvez la retrouver sur des affiches que lui avait dessinées l'artiste Mucha, du coup. Vous avez eu une exposition aussi qui retraçait sa vie au Petit Palais l'an dernier, qui était vraiment très très bien. C'est une figure de l'actrice par excellence, qui prend la lumière, qui en fait des caisses, qui a un fort caractère, qui a un côté très, c'est un terme péjoratif que j'utilise volontairement, un côté très cocotte pour l'époque, donc plus proche de la courtisane que de la femme respectable. Mais Sarah Bernhardt, c'est bien plus que ça. De par sa naissance, c'est une fille de courtisane, mais c'est aussi et surtout une très grande artiste. Elle a aussi été sculptrice, avec vraiment des sculptures sublimes. Elle a été écrivaine, du coup, autrice. Elle a vraiment touché à plein de choses différentes. C'est une âme aussi beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. En tout cas que l'image publique qu'elle s'est construite en femme d'affaires, à proprement parler, et artiste, puisque vraiment le théâtre, c'était sa passion. Et dans ce texte, Ma double vie, elle revient sur l'intégralité de sa vie, de sa petite enfance à son plus vieil âge, au moment où elle écrit en tout cas. Et son ton m'a tout de suite séduite. Vraiment, c'est ça qui a fait que j'ai pris le livre et que j'ai plongé dedans. Pour vous lire la 4e de couverture, elle fut le dernier amour de Victor Hugo et pour elle, Cocteau inventa l'expression « monstre sacré ». Elle inspira les plus grands écrivains, photographes et artistes de son temps. 50 000 Parisiens suivirent les funérailles de celle qui, propriétaire de son théâtre, voyageuse ayant joué dans le monde entier, amputée d'une jambe à la fin de sa vie, arpenta les planches jusqu'à sa mort le 26 mars 1923 à l'âge de 79 ans. Parvenue au fait de sa carrière exceptionnelle en 1907, Sarah Bernhardt a rédigé seule ses mémoires d'actrice, de femme et de muse. Ce livre, considéré comme un classique du genre, révèle une personnalité incandescente, d'une liberté inimaginable pour l'époque. Ne signait-elle pas ses débuts au théâtre en giflant à 18 ans une sociétaire de la Comédie Française ? Ce qui est totalement vrai et très bien raconté d'ailleurs. Quand je vous dis que c'est son ton qui m'a plu, avant de rentrer plus dans les détails de ce que ça raconte, c'est vraiment parce qu'on y découvre une femme très haute en couleur, très très affirmée, très indépendante pour l'époque, mais aussi qui joue un peu les précieuses par moments et faussement humble, mais ne s'en cache pas et fait preuve de beaucoup d'humour. Elle écrit vraiment bien, elle est très marrante, elle en fait des caisses par moments, mais c'est assumé et elle tait certains passages de sa vie où elle les enjolive pour vraiment créer ce fameux mythe de Sarah Bernhardt, tout en nous révélant beaucoup plus de choses sur elle, sur son intériorité, ce qu'elle a pu ressentir, ce qu'elle a pu traverser à des moments où le public ne voit que ce fameux monstre sacré sur scène, alors qu'elle, en parallèle, elle est en crise d'angoisse en coulisses, à stresser, à se dire je vais tomber
dans les pommes sur scène et ne jamais me relever, c'est une écriture alors de son époque, il faut l'avoir en tête aussi quand vous allez le lire, c'est une écriture forcément par rapport à Bessie Smith, on est sur un truc plus classique. Et donc pour en revenir aussi au contenu à proprement parler de ce texte, ce qui est génial c'est que Sarah Bernhardt a une vie absolument incroyable, déjà sur le papier, mais en plus la façon dont elle la raconte, c'est en se créant vraiment des aventures, en faisant d'un petit événement un grand drama. Elle crée sa propre histoire, elle fait d'elle-même sa propre héroïne, une véritable aventurière du monde. Et ce qui est vrai, elle a donc grandi dans une famille de courtisanes, mais avec des hommes haut placés dans la société qui venaient voir sa mère, sa tante, voilà, dans ce milieu-là, qui l'encourage à se lancer dans le théâtre en voyant son caractère alors que elle pensait être trop timide pour ça. Le théâtre s'avère être une véritable révélation, tout simplement, qui lui plaît énormément. Les applaudissements, ça elle s'en cache pas, mais aussi l'approche du texte, comment elle s'approprie les mots d'un auteur, comment est-ce qu'elle travaillait aussi avec eux, puisqu'il y en a eu beaucoup. Comment est-ce que, comme le dit le résumé, elle s'est fait virer de la Comédie Française après avoir mis une gifle à une femme qui aurait plus ou moins bousculé sa petite sœur à cause d'un problème à un moment sur une histoire de robe, donc un truc très futile. Elle transforme ça en affirmation de son sens de la justice et en même temps ça prouve un personnage du coup aussi bien ce qu'on pourrait qualifier de sanguin, très impulsif, mais en parallèle qui est très attaché à faire attention à son entourage, à prendre beaucoup soin de ses proches. Ça c'est un vrai truc aussi qui ressort. On découvre sa vie pendant la guerre, comment est-ce qu'elle se met aussi au service de son pays et des gens. C'est quand même la première, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, ça j'ai un doute à vérifier, mais il me semble que c'est la première grande comédienne française à faire une tournée aux États-Unis. Voilà, ce qui n'est pas rien. Et puis, c'est une différence de culture, c'est une différence de jeu. Elle raconte tout ça, comment ça se passe, les gens qu'elle rencontre là-bas. Elle fait partie des premières superstars, finalement, à être très médiatisée. Et donc, de fait, à devoir contrôler son image. Mais en parallèle, c'est aussi une femme artiste excentrique, très indépendante, qui... par exemple, se fait commander un cercueil pour dormir dedans par moment. Et tout ça, ça se mélange autour de cette passion pour l'art sous toutes ses formes, que ce soit l'art exprimé par les gens de son entourage, l'art scénique et la dramaturgie de manière générale, la sculpture qu'elle va découvrir et elle va se faire construire un atelier. Ce qu'elle va faire, encore une fois, est vraiment très beau. Elle raconte aussi comment elle choisit ses modèles. Elle raconte la transformation d'une époque aussi, toute cette transition de la fin du 19e au milieu du 20e. On est quand même sur un vrai bouleversement vu qu'elle décède dans les années 20. Et en même temps, comme je vous le disais, elle dissimule certains aspects de sa vie privée, notamment. Par exemple, le fait qu'elle est l'amante de Victor Hugo, ça, elle le raconte pas directement. Et même encore aujourd'hui, il y a plusieurs histoires de sa vie privée qui n'appartiennent qu'à elle. On ne sait pas trop si c'est vrai, jusqu'à quel niveau, etc. Parce que voilà, elle a aussi entretenu plusieurs liaisons avec des hommes, avec des femmes. Elle a eu un enfant qu'elle aimait énormément. Je ne sais pas si elle n'en a pas eu deux. Non, elle en a eu qu'un, il me semble. En apparence, on pourrait croire que c'est le récit de vie d'une coquette, mais pourtant derrière un ego fort. Elle n'est pas si égocentrique que ça. Elle adore se raconter, mais comme nous, on aime se raconter aussi. Quand vous aimez vous dire moi, je suis plutôt comme ça dans la vie, ou j'en rigole souvent dans le podcast, mais quand on regarde nos horoscopes et qu'on dit t'es quel signe et ce genre de choses, c'est parce qu'on aime se raconter et qu'on aime qu'on nous raconte. Et elle le fait extrêmement bien. J'avais sangloté, j'avais aimé, j'avais souffert, et j'avais été frappée par le poignard de Rossmann en poussant le cri vrai de la vraie douleur. Car j'avais senti le fer pénétrer dans mon sein, puis, tombant, haletante, mourante, sur le divan oriental, j'avais pensé mourir sérieusement. Et pendant tout le temps de la fin de l'acte, j'osais à peine remuer un bras, convaincue que j'étais de ma languissante agonie, et un peu effrayée, je l'avoue, de voir réaliser ma méchante farce à Perrin. Mais grande fut ma surprise quand le rideau tombait sur la fin de la pièce. Je me relevai prestement pour le rappel et saluai le public sans langueur, sans affaiblissement, prête à recommencer la pièce. Et je marquai cette représentation d'un petit caillou blanc
car de ce jour je compris que mes forces vitales étaient au service de mes forces intellectuelles. Et le dernier texte, qui n'est pas des moindres que j'ai choisi, c'est Ressac de Digli. C'est son premier roman/récit autobiographique. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que c'était aussi le plus ancien que j'avais lu dans le lot, là dans les 3, alors que j'en garde un souvenir beaucoup plus vif et que j'étais persuadée que c'était le dernier texte de ces 3 textes que j'avais lus. Alors qu'en réalité, du coup, il remonte à 2021. Et d'ailleurs, j'avais fait, comme pour Patti Smith, un post sur mon compte Instagram Clo-Clo Club pour en parler. C'est un des tout premiers posts du compte. Digli, rapidement, c'est initialement une autrice-illustratrice de bande dessinée. Moi, je la suivais quand j'étais ado, parce qu'elle avait un blog où elle racontait sa vie. Par la suite, elle a du coup publié plusieurs BD. Elle a commencé aussi à s'intéresser aux femmes de manière générale dans la littérature. Elle a fait notamment une anthologie de poétesses qui est absolument sublime. Et elle a publié de nouveaux textes, alors avec son pseudo Digli, puisqu'elle s'appelle Maureen Wingrove. Je vais pas mal le prononcer. Donc un peu dans la continuité finalement de sa BD, ça qui est très drôle. Ce texte-là, il raconte une ode à la solitude et à la lenteur. Ressac est le récit d'une fuite. Une fuite géographique d'abord, depuis mon petit appartement lyonnais vers les murs centenaires d'une abbaye bretonne pour une retraite de 5 jours, seule face à la mer. Un départ vers le minéral, les embruns, les nuées d'or et de rose. Une fuite affective ensuite, puisque ce texte a été écrit après l'accident de voiture qui brisa le corps d'un être cher, clôturant dans le sang 2 années d'angoisse passées à le voir progressivement défiguré par sa bipolarité. 5 jours d'errance iodée, de contemplation béate et de rencontres féminines magiques qui m'ont raccroché au réel, au silence et à la beauté, me rappelant leur importance fondamentale. Du coup, ce livre, effectivement, ne raconte que 5 jours. C'est 5 jours de retraite coupée du monde. On est à la fois dans ses réflexions intimes et dans ses activités quotidiennes, comme aller marcher au bord de l'eau, se retrouver à acheter une part de phare breton dans un petit bar du coin, ce genre de choses. C'est un texte qui parle beaucoup de relations, que ce soit familiale, amoureuse, amicale, qui s'inscrit aussi dans cette solitude finalement de partir seule en Bretagne. Il y a un côté de retour à la nature sauvage dans cette solitude qui est assez intéressant. C'est un texte très introspectif de fait, mais aussi très poétique. Je pense que la poésie, c'est une des choses qui unit un petit peu aussi cette sélection de 3 textes. Digli aborde également des sujets liés à sa condition aussi de femme, à savoir questionner son désir, son corps et la place des femmes de sa famille aussi. Ça, c'est quelque chose qui est assez présent dans ses œuvres de façon générale, cet héritage de femme de sa famille, très très fort. On est vraiment en immersion avec elle, on la suit pas à pas. Dans toutes ces choses anodines et très profondes à la fois. Il y a une déclaration d'amour absolument sublime, du coup, comme vous l'avez compris quand j'ai lu la 4e de couverture, mais à son beau-père qui est atteint de bipolarité, qui a un grave accident, qui est extrêmement touchante et qui m'a fait pleurer. Moi, c'est un livre que j'ai commencé et fini dans la même journée, j'ai pas réussi à le lâcher et que depuis j'offre vraiment à toutes les personnes de mon entourage parce que en tout cas chez moi il a remué beaucoup de choses et je pense que des 3 c'est celui aussi que je vous ai sélectionné de la façon la plus égoïste puisque je m'identifie énormément en fait à ce texte pour plein de raisons. La première étant très symbolique mais dans Ressac, Digli parle beaucoup aussi de petits signes de la vie qu'elle a un peu autour d'elle. Et ce qui est très très drôle, c'est que l'abbaye dans laquelle elle part pour faire cette retraite, moi c'est une abbaye où se sont rendus mes grands-parents et la figure de mes grands-parents apparaît à différents endroits dans ce texte. Je les ai retrouvés, même dans des petites appellations que je leur donne, qu'elle utilise aussi pour parler de relations de membres de sa famille et ce genre de choses. Et c'est aussi un livre un peu de déclaration d'amour, oui, et d'au revoir d'une certaine façon, sans dire au revoir pour autant, qui est une posture que personnellement j'ai dû avoir aussi face à la maladie d'Alzheimer. Donc forcément c'est un texte qui m'a beaucoup remué. C'est aussi beaucoup de réflexion, comme je vous l'ai dit, sur
sa personne, sa condition de femme, ses relations. C'est des sujets qui me touchent à titre personnel beaucoup. Et de fait, je suis vraiment tombée amoureuse de ce texte qui est très magique, qui continue de faire réfléchir des années après l'avoir lu et qui est d'une grande sensibilité aussi, juste avec ce parallèle entre des bouleversements intérieurs et une nature brute et sauvage bretonne à l'extérieur. J'aime beaucoup, beaucoup ce parallèle. Je peux pas vous en dire plus sur le texte parce que des trois, c'est le plus court et j'aimerais pas vous gâcher votre lecture. Mais c'était un moyen pour moi aussi de vous parler à nouveau de Digli, qui est vraiment une autrice et une artiste qui compte énormément dans ma construction de créative. Elle a, comme je vous l'ai dit, accompagné mon adolescence avec son blog, avec ses petits billets. Elle a éveillé en moi des questions féministes aussi, puisqu'elle était la première à questionner l'absence des femmes dans les épreuves du bac, notamment du bac littéraire. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au moment où moi, je venais de passer le bac. Donc ça m'a effectivement interpellée. C'est grâce à elle que j'ai commencé aussi à lire un peu plus des femmes, à leur redonner un peu de place dans la littérature, où c'est vrai qu'on dit que c'est les femmes qui lisent, mais en parallèle, ce sont les grandes absentes. Voilà, du côté des auteurs. Et même dans la poésie, on ne leur laisse pas la place, alors que c'est quand même censé être quelque chose connoté féminin par la société. Et tout ce paradoxe-là, elle a beaucoup pointé au début. Ça m'a amené, moi, à y réfléchir. Et derrière, c'est quelqu'un dont même juste le dessin m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et que j'ai été très, très heureuse, en fait, de découvrir d'une nouvelle façon avec ce texte-là, qui a été son tout premier de ce style-là. Et le fait d'y retrouver des clins d'œil à ma propre situation et à ma propre famille, ça m'a forcément d'autant plus touchée. Mais je pense que vous aussi, vous pouvez y trouver des choses. Ça reste un premier texte, donc peut-être que vous lui trouverez des maladresses. Dans les trois, moi, il y a des choses avec lesquelles j'ai un peu moins accroché, d'autres plus. Et c'est très rare de tomber sur un texte où on est 100% d'accord avec absolument tout. Donc je trouve ça chouette et je suis très curieuse d'avoir vos retours. Je vais vous lire juste un petit passage pour terminer cet épisode. Je m'assois avec bonheur, sentant mes doigts se réchauffer. On m'apporte un thé à la menthe et j'écris. J'écris à flot, tout cool, c'est mauvais et larmoyant, mais je n'arrête rien. Ce sont les cloches de l'église qui interrompent finalement ma frénésie d'écriture. La procession d'un enterrement défile au loin, silencieuse. On sonne le glas et le cortège d'endeuillés vêtus de noir marche tête basse derrière le prêtre brandissant sa bannière de procession en satin rouge, seule tache colorée dans ce morne vendredi. Ce mort aurait pu être Christian, ou ma mère si elle l'avait accompagné. J'aurais pu moi aussi marcher vêtue de noir. Le gérant du café pose un plat sur la table centrale, celle au bouquet. C'est un phare breton. Il ne manquait que cela à mon bonheur. Criminelle en fuite de sa propre vie, j'en demande fébrilement une part et elle a le goût de paradis. Voilà, c'est tout pour ces 3 shots d'inspi. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces textes et de les lire à votre tour. Je me demande, vous, quelles sont les autobiographies ou en tout cas tranches de vie qui vous ont marqué dans la littérature plutôt. Est-ce que vous avez des recommandations à me partager ? Si oui, vous pouvez les mettre en commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify ou en DM sur les réseaux sociaux @clocloclub. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, sur Threads ou sur TikTok. Ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me laisser 5 étoiles et surtout partager le Clo-Clo Club autour de vous. C'est ça qui permet de faire connaître le podcast. Donc merci d'avance. Moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!